Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir avec le docteur Laura Garcia de la clinique Tendre. Bonsoir. Bonsoir. Alors, avant de commencer cet événement, je vais déjà présenter un petit peu ce que c'est que cette plateforme de mes réponses sur la fertilité. Je vais me présenter moi et ensuite je vais présenter le docteur Garcia et ensuite on va commencer avec la présentation. Alors, la Société européenne de fertilité est l'institution qui organise ces webinaires Mes réponses sur la fertilité. Et l'objectif, la mission de la Société européenne de fertilité, c'est de soutenir, de sensibiliser et d'éduquer les personnes qui doivent passer par des traitements de reproduction assistée pour pouvoir devenir parents. Donc l'idée, c'est que au travers de la plateforme Mes réponses sur la fertilité, la Société européenne de fertilité organise des webinaires régulièrement en invitant les meilleurs experts de la PMA afin justement de vous donner toutes les informations pour que vous puissiez prendre les décisions, des décisions qui ne sont pas toujours faciles en étant le mieux informé possible. Ces webinaires sont rendus possibles grâce à notre partenaire technologique ClickMeeting. Et moi, je suis Stéphanie Tout-le-Monde. Je suis coach en fertilité. Je propose un accompagnement émotionnel des protocoles de PMA. Et je vais être votre hôte aujourd'hui pour parler de la fenêtre d'implantation. Qu'est-ce que c'est dans les traitements de fertilité et comment l'améliorer? Et pour cela, j'ai le plaisir d'avoir avec nous Dr Garcia, qui est directrice médicale de la clinique Tendre à Madrid, enfin en Espagne, parce qu'il y a plusieurs cliniques, et qui va donc nous parler de ce sujet. Je voudrais juste dire que le webinaire est enregistré. Bien entendu, votre identité est maintenue complètement secrète à tout moment, mais vous pouvez avoir accès au replay du webinaire à partir de demain sur la plateforme Mes réponses sur la fertilité. Donc, c'est pour ça qu'on l'enregistre. Excusez-moi. Et je voudrais vous inviter vraiment aussi, pendant la présentation du docteur Garcia, à écrire toutes vos questions dans le chat en bas à droite. Parce que on prendra un temps à la fin de la présentation pour répondre aux questions. Donc surtout, n'hésitez pas. On est là pour ça. L'objectif, c'est de vous donner l'information, mais de répondre aussi à tous vos doutes et à toutes vos questions. Donc n'hésitez surtout pas à écrire au fur et à mesure de la présentation vos questions dans la petite case chat en bas à droite. Bienvenue, docteur Garcia. Merci. Merci d'être avec nous. Je vais vous laisser la parole. Je vais me mettre en mute et je vais passer la présentation. Donc, on va d'abord faire cette petite présentation du docteur Garcia et après, on répond aux questions. Donc, je vais déjà, mettre la présentation. Et s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me rappeler. Et surtout, n'hésitez pas, encore une fois, au fur et à mesure de la présentation, à écrire vos questions dans le chat. Merci beaucoup. À tout de suite. À tout de suite. Bonsoir à tout le monde. Voilà, enchantée. Je suis la doctoresse Laura Garcia. Je travaille comme directrice médicale à la clinique Tendre à Madrid. Ça fait déjà 2 ans que j'ai l'expérience de travailler avec cas complexes, fécondation in vitro, don de vol. Donc voilà, la clinique a une longue histoire, un long parcours PMA. Et voilà, moi comme donc directrice médicale experte en PMA, je pourrais donc toujours vous accompagner dans ce projet d'avoir un bébé. Aujourd'hui, on va parler par rapport à qu'est-ce que c'est la fenêtre d'implantation dans le traitement de la fertilité et comment l'améliorer. Donc, on va voir des choses générales par rapport à la reproduction féminine, le rôle de l'endomètre, la fenêtre d'implantation, la réceptivité endométriale, comment améliorer le diagnostic, les techniques pour préparer l'endomètre, le traitement de la réceptivité, les innovations de tests, de techniques, des examens qu'on est en train de faire comme l'intelligence artificielle,
l'impact sur les traitements, la fenêtre d'implantation, l'importance de l'âge et des conclusions. Alors, chose générale par rapport à la reproduction féminine, on doit savoir que les femmes à la naissance, nous avons tous les ovules qui sont donc créés au ventre materne. Ça, c'est donc environ 2 millions. Après que nous sommes nés, il n'y aura aucun nouvel ovule produit pour la suite et que environ 11 000 ovules seront perdus chaque mois avant de la puberté. Et dès qu'on commence avec le règle, on va pas perdre juste un ovule chaque mois, mais on va perdre donc plusieurs ovules. Et même si on fait la fibre ou si on ne fait pas, et c'est donc toujours les règles régulières normales, on va toujours perdre des ovules. À l'adolescence, il reste entre 300 000 et 400 000 ovules. Et à partir de ce moment, environ 1000 ovules sont perdus chaque mois. La mode de vie, l'alimentation, les grossesses, le médicament peut influer avec cette perte, surtout la génétique. La ménopause, donc lorsque la femme est en rupture de stock d'ovules, que donc on ne fait pas donc de cycle régulier, les ovaires donc produisent pas estrogène, réagit pas à répondre aux signes du cerveau et voilà la production et les donc le recrutement des ovules n'existe pas. Alors, l'endomètre, c'est donc la part interne de l'utérus où l'embryon s'implante et où le fœtus va se développer pendant les 9 mois de la grossesse. L'endomètre change chaque mois sous les effets donc, des hormones. Donc, les estrogènes sont principalement les hormones de la première phase de cycle et qui font donc l'épaisseur de la donc paroi de l'utérus, de la paroi interne de l'utérus. Et la progestérone va surtout changer la réceptivité, va donc nutrir les glandes pour améliorer l'implantation de l'embryon et faire l'endomètre bien réceptif. Alors, pourquoi c'est important l'endomètre? C'est parce que c'est l'endroit où l'embryon va s'implanter. Et donc, en bon état de l'endomètre, augmente les chances d'avoir une grossesse et une grossesse évolutive. Alors, qu'est-ce que c'est la fenêtre d'implantation? C'est les périodes où l'endomètre est dans les meilleures conditions pour pouvoir donc faire que l'embryon s'implante. Et voilà, c'est donc les moments où on appelle l'endomètre réceptif. C'est environ les jours 19 ou 21 du cycle menstruel et c'est un moment clé pour les succès de traitement en fertilité. Alors, si l'embryon n'est pas transféré dans cette période, les chances de succès sont donc beaucoup plus moins et la probabilité de grossesse diminue. Alors, l'endomètre doit être dans les conditions optimales pour que l'embryon puisse se implanter et fixer. La synchronisation entre l'endomètre et l'embryon est essentielle. C'est la raison par laquelle, normalement, si on procède à transférer un embryon, par exemple à J5, on doit transformer l'endomètre avec 5 jours de progestérone. Et juste si la fenêtre d'implantation, c'est pas donc réceptif, donc c'est déplacé, alors on va changer à 6 jours ou 4 jours. Mais sinon, c'est toujours très important faire en parallèle la synchronisation embryon-endomètre. Des facteurs qui peuvent influer la réceptivité, donc surtout la progestérone. C'est assez compliqué parler avec une patiente et lui dire que, par exemple, le jour où on a fait le test, la réceptivité était bien à J20 et que lors du cycle de traitement de transfert, ça va être J18. Alors, les plus importants, c'est donc les jours à rajouter la progestérone, pas les jours exacts du cycle menstruel, parce que ça peut changer d'un jour, d'un mois à un autre, le pulsar endométrial qui arrive plus favorablement, plus rapidement. Donc, c'est toujours
le plus important, l'hormone, la progestérone. Aussi, donc, l'état de l'anomètre, voilà, les PCR, les structures, des facteurs biologiques qui peuvent être donc aussi évalués. Et voilà, l'absence de préparation, l'absence d'une bonne réceptivité peut nous donner de ce choc d'implantation. Alors, la personnalisation du traitement, ça veut dire que toutes les femmes n'ont pas la même fenêtre d'implantation. Comme on disait avant, en général, transfert de l'embryon à J5, 5 jours de progestérone avant de procéder avec le transfert. Mais il y a décrit avec l'évidence scientifique jusqu'à 30% des patients avec des fenêtres donc pas réceptifs, et c'est-à-dire pré-réceptifs ou post-réceptifs. Pré-réceptif, ça veut dire que on devra donner plus de progestérone, par exemple 6 ou encore 7 jours. Et pour les post-réceptifs, ça veut dire que lors du cycle de test réceptivité, la fenêtre était déjà donc fermée, était post-réceptif et qu'on doit faire le transfert avec moins jours de progestérone. C'est très, très important de faire un diagnostic précis. Et les stratégies donc sont des évaluations avancées avec donc la biologie qui va donc nous permettre par technologie génétique savoir si l'expression de cet endomètre au moment où nous avons reproduit la thérapie, le médicament qu'on va utiliser lors du traitement, s'il nous montre en profil l'embryon de l'endomètre bien réceptif ou pas. Alors, à la clinique Tombray, plusieurs techniques sont donc réalisées pour optimiser la préparation de l'endomètre. On va toujours faire de suivi échographique, normalement échographie vaginale, pour faire donc la confirmation de la morphologie et de l'épaisseur de l'endomètre. Des études hormonales, principalement la progestérone, pour éviter une ovulation précoce qui peut déjà donc changer et commencer avec une lutéinisation de l'endomètre. Et voilà, des traitements personnalisés pour adapter chaque thérapie, chaque patient avec les meilleures conditions. Par exemple, si on doit lui donner de traitements anticoagulants, si on doit lui donner de traitements immunosuppresseurs, si on doit améliorer la flore du microbiome avec des probiotiques. Alors, les traitements appliqués dépendent de chaque type de reproduction. L'objectif, c'est toujours garantir que l'endomètre soit bien par rapport à chaque traitement, chaque patient, et maximiser les chances de grossesse. Alors, si on parle d'insémination artificielle et la FIV avec des ovules propres, des ovules frais, donc la progestérone va s'administrer lors de deuxième phase de cycle, c'est-à-dire après la ponction ou après l'insémination. La préparation de l'endomètre, normalement, sera sous cycle naturel, mais voilà, avec les hormones, les gonadotropines qui seront des injections subcutanées. On va faire donc des suivis par rapport aux follicules et par rapport aussi à l'endomètre. Si on parle de don de vule ou donc la méthode ROPA, que c'est toujours un don de vule dans les couples homosexuels, la progestérone va être donc administrée aussi donc la deuxième phase de la préparation de l'endomètre et est essentielle pour donc ces traitements. Normalement, même si on peut le faire sur cycle naturel, les dons de vule, normalement, les 80%, ça va être avec cycle substitué, avec les estrogènes, la thérapie hormonale substitutive. Et donc, on va rajouter la progestérone en fonction du jour de l'embryon. Normalement, le traitement de cycle substitutif estrogène avec le traitement de don de vule se réalise avec patients avec cycle irrégulier ou qui habitent à l'étranger, même si on vous rappelle que c'est possible de faire avec cycle naturel. Quand on parle avec cycle substitué, il y a donc un type de cycle substitué qui utilise l'analogue de la GnRH, donc normalement le décapeptyl en France,
des pays francophones qui utilisent pour les patients avec endométriose adénomyose un blocage avec une injection intramusculaire les mois précédents pour améliorer la synchronisation du cycle et aussi pour améliorer la réceptivité de l'endomètre dans ce type de patients. Alors, comment améliorer la réceptivité de l'endomètre? Il y a donc des recherches en cours pour explorer les nouvelles technologies, et ça compris l'intelligence artificielle pour prédire la réceptivité de l'endomètre. Ces innovations pourraient améliorer l'identification du moment optimal, pas juste avec la biopsie qui s'appelle test ERA ou test TIME. Test ERA, c'est avec les noms du laboratoire eGenomics, test META, c'est avec DINA, et il y a encore des autres, que c'est par biopsie endométriale, reproduire un cycle de traitement hormonal, et au lieu de faire le transfert, prélever la biopsie de l'endomètre et étudier par profil génétique si l'endomètre c'est bien réceptif. Donc, il y a des autres par intelligence artificielle, que c'est toujours, voilà, une phase de recherche des études. Et par exemple, on fait le test matrice. C'est pour évaluer la réceptivité, pour identifier le meilleur moment d'implantation. Et c'est avec une échographie qu'avec intelligence artificielle, on va pouvoir prédire les meilleurs moments pour les transferts. L'avantage d'une meilleure évaluation de la fenêtre d'implantation, c'est améliorer les taux de réussite et transfert réalisé au moment optimal, réduction des échecs grâce à une meilleure synchronisation de l'endomètre et optimisation de ressources, éviter l'utilisation d'embryons viables dont disons moins qui ne seront pas réceptifs. Alors, dans cette dernière diapositive, on peut voir qu'il y a une importance du passe de temps par rapport à la qualité des ovules, par rapport à la quantité des ovules. On commence à avoir des probabilités énormes à l'âge de 20 ans avec une fécondation in vitro. Mais par contre, les probabilités diminuent tellement, surtout à partir de 40 ans, où on devra essayer le maximum pour chaque patient, où les moments pour obtenir des embryons viables, c'est pas évident, et qu'on ne peut pas perdre beaucoup de temps. Alors, la fenêtre d'implantation est, comme conclusion, un facteur crucial pour la réussite d'une grossesse. Une préparation de l'endomètre bien adéquate, ça va être associé à l'utilisation de nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle, peut améliorer les taux de réussite. La clinique Tombre est à la pointe de la médecine reproductive avancée, avec l'objectif toujours d'améliorer nos résultats. Et nous sommes engagés à offrir le meilleur soutien pour tous nos patients. Merci beaucoup de votre attention. Merci, Dr Garcia. Alors, je me remets en mode vidéo. Merci pour cette présentation. Alors, il y a quelques questions dans le chat que je vais vous poser au fur et à mesure. Surtout, n'hésitez pas à continuer à écrire vos questions pour le docteur Garcia pour que vraiment ce webinaire vous soit le plus utile possible à tous et à toutes. Alors, la première question, c'est est-ce que la fenêtre d'implantation, oui, peut varier d'un cycle à l'autre? Alors, normalement, si on fait toujours le même cycle, c'est-à-dire si on a fait le test de la réceptivité sous cycle naturel, si on fait le mois d'après une monitorisation correcte du cycle naturel, a priori, le laboratoire nous dit que c'est en 1 de validité, on ne doit pas avoir
disons, idée que ça va changer. Donc, ça, normalement, reste toujours la même si on fait toujours le même traitement d'un cycle à un autre. D'accord, donc le test ERA, par exemple, il est valable si on fait toujours les mêmes traitements. A priori, c'est pas un test qu'on refait 6 mois ou 1 an ou 2 ans après. Okay. Exactement, juste sur des cas très, très spécifiques où il y a toujours donc une fenêtre qui n'était pas bien, qui n'était pas réceptive et que même après le test, on continue toujours avec des échecs et qu'il n'y a aucune autre cause. Mais sinon, c'est toujours valable. Ok. Alors, dans quelle situation est-ce que vous conseillez de faire ce test de la fenêtre d'implantation? La personne dit: «Je vais réaliser ma première FIV, infertilité inexpliquée, nous essayons depuis plus de 2 ans». Est-ce que c'est un test qu'on fait au début, avant de commencer, ou est-ce que c'est un test qu'on fait après plusieurs échecs, entre guillemets? Alors, a priori, c'est pas un test recommandé par rapport à l'évidence scientifique de le faire déjà dans un premier moment. Donc, j'aime bien expliquer à mes patients de essayer une fois avec un embryon de bonne qualité. Et si jamais ça n'arrive pas à implanter, alors reconsidérer les stratégies et peut-être faire le test de la réceptivité. Parce que voilà, l'évidence crie jusqu'à 30%, mais a priori, c'est pas donc tellement clair que cela soit donc nécessaire de faire le dévot. Alors, juste dans les cas où on a déjà fait des transferts de bonne qualité et que jamais ça n'arrive pas, alors oui, on va le conseiller. Mmh. Oui, c'est comme les tests comme Matrice Lab et compagnie, on ne les fait pas de premier abord, quoi. Exactement. C'est des choses... OK. Alors ensuite, bonjour, j'ai fait une FIV avec embryon DPI qualité AB et ça n'a pas implanté. Je vais bientôt faire une nouvelle tentative. Mes médecins ne me conseillent pas de faire l'examen de fenêtre d'implantation car absence de preuves scientifiques. Ils m'ont juste conseillé de faire une hystéroscopie, CD138, thrombophilie et microbiote. Est-ce que c'est suffisant pour avoir les chances pour que cette tentative fonctionne? J'ai 39 ans, je vais faire une FIV avec donneur de sperme et j'ai la thyroïde légèrement élevée. Alors, probablement, dans ces cas, la thyroïde, peut-être, c'est donc le cas, donc la principale cause. On doit savoir que pas tous les embryons, même de excellente qualité, testés génétiquement, peuvent implanter. Mais par contre, le gynécologue lui a donc recommandé faire le test de la microbiote. Donc, je dirais de consulter par rapport aux différents devis, de faire juste la biopsie méta ou faire en parallèle le test méta et la réceptivité. Je parle toujours très honnêtement à mes patients et je lui dis, écoutez, donc normalement, l'évidence scientifique nous recommande toujours donc TNT, 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 transfert, et que il n'y a pas une probabilité forte d'avoir de problèmes au niveau thrombophilie, au niveau réceptivité. Mais si par contre, nous n'avons plusieurs embryons, nous n'avons pas donc beaucoup d'embryons et les temps, c'est donc très, très nécessaire. Pourquoi pas donc expliquer que même si l'évidence n'est pas énorme, il y a toujours des patients qui peuvent avoir une fenêtre donc pas bien de 5 jours comme le protocole général. Mmh. Oui, c'est vrai que si on a peu d'embryons, on est plus porté à faire un maximum de tests avant. Exactement. Pour écarter les différentes causes Tout à fait. possibles de non-implantation. Tout à fait. Ok. Est-ce que, alors ensuite, si la réponse n'est pas suffisante ou si vous avez d'autres questions par rapport à cette réponse-là, n'hésitez pas à réécrire dans le chat. Je passe à la question suivante. Le test ERA se pratique-t-il sous anesthésie? C'est une biopsie, donc c'est... Exactement. Alors, c'est un biopsie de l'anomètre. Normalement, on le réalise toujours à la salle sans la sédation. Mais si par contre, donc, il y a une patiente qui a eu donc, des parcours PMA avec beaucoup de douleurs, transfert difficile et que voilà, c'est toujours une angoisse, on peut le faire. Et voilà, on fait pas mal
de tests de biopsie réceptivité sous sédation chaque semaine. Mais voilà, D'accord, mais a priori, non. normalement, on lui explique que c'est pas obligatoire sous sédation et que normalement, avec un niveau profond, 30 minutes avant de faire la biopsie, ça va. C'est un peu douloureux, mais c'est assez rapide normalement et après, ça va. C'est un peu douloureux comme des douleurs de règles ou Exactement, ce sont des Ok. douleurs de règles parce qu'on doit passer le col d'utérus et après prélever voilà l'échantillon et ça donc fait qu'il y a beaucoup de prostaglandines au niveau cervical qui seront libérées et ça produit une douleur de règles très forte et rapide. D'accord. Ok. Ensuite, que pensez-vous du PRP pour améliorer la réceptivité de l'endomètre? Est-ce que c'est une technique qui a fait ses preuves et dans quel cas surtout est-ce que vous la recommanderiez? Alors, on fait le PRP chez nous à la clinique, mais par contre, on s'oriente plutôt vers PRP avec, disons, des anomalies de l'endomètre au niveau épaisseur. D'accord. Parce que sur donc voilà le chèque implantatoire, il y a donc une forte évidence. Après, comme d'habitude, je parle toujours avec mes patients, je lui explique tout ce qu'il y a, même avec une évidence forte, évidence moyenne et pas d'évidence pour pouvoir donc sélectionner la meilleure stratégie ensemble. Je pense que en PMA, c'est hyper important, discuter, proposer et faire donc une stratégie ensemble entre la doctoresse et les patients. Parce que voilà, il y a des fois où donc il y aura pas donc une intérêt très forte, il y aura pas donc un taux de réussite beaucoup plus forte, mais c'est un projet très important pour la vie d'une personne. Mm. Et même si donc l'évidence n'est pas donc super forte parce qu'il y a des fois que les études ne sont pas faciles à le faire. Pourquoi pas faire, surtout s'il n'y a pas donc un impact négatif pour les prochains transferts et pour nos patients. Oui. Ok. Après, autre question, et l'acupuncture? Donc j'imagine dans la même question sur améliorer les conditions d'implantation. Ouais, alors l'acupuncture, c'est déjà donc connu que peut nous augmenter quelques pourcentages, mais c'est pas clair les pourcentages que ça va nous donner. Donc, je lui explique toujours dans des patients avec échec implantatoire que si jamais ils sont donc toujours disponibles et voilà positifs pour l'acupuncture, pourquoi pas le faire? Parce que ça va donc nous relaxer un peu l'utérus, ça va donc toujours nous aider. Et voilà, mais après, s'ils sont pas donc pour ce type de technologie, de technique, j'oriente pas. D'accord. Ok. C'est plus si jamais ça fait du bien à la personne finalement, Tout plus à fait, que vraiment une tout évidence à fait. scientifique. Ok. Alors ensuite, bonsoir docteur, pourquoi doit-on prendre une pilule contraceptive en début de traitement? Et quels sont les risques de prendre la pilule pour les femmes de plus de 45 ans dont c'est la dernière chance? Et elle parle notamment de risque d'AVC. Ouais, c'est une excellente question. Alors, normalement, la pilule contraceptive, hein, on lui donne pour donc synchroniser le traitement par rapport à l'organisation donc de chaque patient, l'organisation aussi du laboratoire voilà de chaque clinique. Et exceptionnellement, on lui donne aussi pour éviter une ovulation précoce pendant le cycle donc de préparation de l'endomètre parce que des patients qui ont donc deux cycles très courts, normalement si on donne la pilule contraceptive, normalement ça va donc faire que le cycle réel peut-être donc le cycle soit donc moins courte et donc en élévation de progestérone voilà avec une fréquence moins. Mais c'est vrai que voilà il y a toujours un risque de voilà, par rapport à la pilule, on doit bien exclure de patients qui ont donc d'antécédents, de problèmes de coagulation, d'AVC ou des autres choses parce qu'il y a toujours ces risques-là. Ok, d'accord. Mais c'est vrai que les femmes qui sont, par exemple, déjà ménopausées ou en préménopause très avancée, il n'y a pas tellement le choix. En fait, il faut Il y prendre a, la pilule pour pouvoir recréer un cycle ou c'est alors, pas. c'est pas forcément donc la pilule. Alors, on D'accord. doit utiliser 100% les estrogènes pour donc
faire la préparation de l'anomètre, le pulser et après la progestérone. OK. D'accord, donc c'est pas obligatoire, disons, mais ça Exactement. permet de mieux contrôler le cycle et la durée du cycle, et cetera. Tout à fait. OK, OK. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Moi, je vais regarder de mon côté si on en a reçu, aussi. Bon, non, juste la personne qui dit merci. Si, moi j'avais reçu une question, c'était qu'est-ce qu'on peut faire d'un point. Est-ce qu'il y a quelque chose que les patientes peuvent faire, elles, pour optimiser l'endomètre? Parce que bon, on a parlé de PRP, on a parlé du test ERA, on a parlé peut-être de l'acupuncture et d'autres choses, mais est-ce que nous, les femmes, il y a quelque chose qu'on peut faire au travers de l'alimentation ou autre pour Exactement. améliorer la réceptivité de l'endomètre? Alors, très important pour des patientes fumeuses, savoir que le tabac, ça peut donc toujours donc diminuer la probabilité d'une bonne donc, fenêtre d'implantatoire. Aussi par rapport donc la nourriture, donc l'alimentation, et on doit donc essayer à faire une diète équilibrée, variée, avec donc beaucoup de voilà des antioxydants qui feront que notre système reproductif fonctionne le mieux possible. Et voilà, après, c'est donc si jamais nous avons quelques types d'infections, que nous avons de discomfort génital, etc. Donc, consulter avec notre gynécologue parce que c'est pas peut-être juste au niveau vagin, mais aussi peut-être des infections endométriales qui peut être aussi le problème par rapport à donc les échecs. D'accord. Par exemple, des bactéries pourraient Exactement. causer des échecs d'implantation et du coup, dans ces cas-là, c'est aussi au travers d'une biopsie Tout à fait. On peut faire d'accord. un biopsie de l'anomètre aussi pour voir les microbiomes et donc voir si potentiellement il y a quelques bactéries. Donc voilà, il y a des patients aussi qui prennent probiotiques pour essayer d'avoir donc la meilleure santé au niveau endomètre. Mais voilà, si on veut faire le test, il y a toujours un test faisable avec une biopsie endométriale aussi pour confirmer s'il y a quelques bactéries ou pas. D'accord. Les probiotiques, ça pourrait presque être préconisé par défaut, parce qu'il Alors y a si pas mal de gens qui me disent qu'elles ont un traitement probiotique avant un Exactement. Si on veut transfert. savoir exactement donc quel type de probiotique on doit prendre, donc si oral, vaginal, et cetera, alors on doit faire la biopsie. Mais voilà, il y a donc de docteurs qui recommandent directement faire donc le probiotique, même si on ne sait pas exactement si c'est nécessaire. Ouais, ouais, ouais. Est-ce qu'une infection urinaire le jour même du transfert peut affecter l'implantation d'un embryon? Alors, je dis toujours donc patients qui ont de la fièvre, aussi donc voilà de problèmes respiratoires, infections urinaires, c'est pas donc le moment idéal pour l'embryon s'implanter dans cette donc système de réponse, immunitaire. Donc ça, c'est toujours une possible, cause de l'échec. D'accord, et ça sera une réaction immunitaire, c'est-à-dire que le corps se défendant contre l'infection urinaire pourrait aussi se défendre en gros contre l'implantation de Exactement, l'embryon. c'est donc le système qui peut-être n'est pas donc, très bien pour OK. l'implantation parce que c'est toujours donc notre système qui est en train de se protéger pour cette infection et peut-être même on fait la fièvre. OK, d'accord. J'ai pas mal de femmes aussi qui me disent que leurs médecins leur ont recommandé de l'aspirine, à dose infantile, mais et est-ce que ça, c'est quelque chose aussi, c'est un protocole qui peut être préconisé dans tous les cas ou est-ce qu'il y a des cas Alors particuliers? c'est assez similaire comme les probiotiques, donc si on le veut faire exactement, on devra faire des tests comme thrombophilie, étude de syndrome antiphospholipide pour, être sûr si c'est nécessaire ou pas. Mais voilà, il y a des patients ou des docteurs que même sans réalisant de tests précédemment utilisent l'aspirine parce que voilà, ça peut être donc normalement un traitement qui peut donc améliorer l'implantation et que voilà aussi peut diminuer la prééclampsie.
D'accord. Donc peut-être sur des patientes, un peu plus âgées, ça peut être quelque chose de positif, non? Par rapport à la prééclampsie? Exactement. Mais voilà, comme toujours, il y a des risques pour, les Mmh. médicaments. Il y a un risque toujours de voilà, d'avoir de saignements, avoir des hématomes même à la grossesse, donc il y a toujours un risque et voilà, on doit bien en discuter avec chaque patient. D'accord. OK. Et ben, c'est très clair. Je vais juste donner une dernière opportunité aux personnes qui nous écoutent d'envoyer leurs questions, si jamais vous en avez d'autres. Hem, non, il y a pas de je vérifie que j'en ai pas oublié, mais je crois pas, hein. Non, c'est bon. OK, bah, je crois que du coup, je crois que c'est bon. Je crois qu'on a répondu à toutes les questions. Donc, merci, infiniment, docteur Garcia d'avoir répondu à toutes ces questions et d'avoir fait cette présentation. Bien sûr, vous pouvez, continuer à poser, vos questions, au travers des réseaux sociaux ou en contactant directement. Heu et et voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée. Je vous laisse le mot de la fin, docteur Garcia. Bonne soirée, pour toutes et pour tous et voilà, un grand merci, un grand, plaisir, d'avoir donc, partagé aujourd'hui un peu de voilà, mon expérience et connaissances par rapport à l'endomètre. Bah, merci à vous et puis bonne chance, à tous et à toutes. Exactement. Bonne chance. Et bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Au Au revoir. revoir.